Février 1944, Haute-Savoie. La neige tombait sur les montagnes françaises comme un rideau blanc. Mais sous cette beauté froide se cachait quelque chose de terrible. Les nazis avaient transformé les Alpes en une forteresse géante. 15 000 soldats allemands vivaient maintenant dans les vallées. Ils contrôlaient chaque route, chaque col, chaque chemin qui menait vers l'Italie. Leurs uniformes gris se voyaient partout dans les villages de montagne. Leurs bottes faisaient du bruit sur les pavés gelés. Les habitants français baissaient les yeux quand ils passaient. Les Allemands se sentaient en sécurité ici. Ils riaient dans leurs casernes chaudes. Ils buvaient leur café en regardant les sommets blancs par les fenêtres. Pour eux, ces montagnes étaient comme des murs de pierre géants. Personne ne pouvait les attaquer ici. C'était impossible. Les cols étaient gardés jour et nuit. Les mitrailleuses pointaient vers tous les chemins. Les barbelés entouraient leur camp. Ils dormaient bien, convaincus que rien ne pouvait les toucher. Mais ils avaient tort. Dans les forêts sombres au-dessus des villages, 847 hommes attendaient. On les appelait le maquis. C'étaient des résistants français, des fermiers, des boulangers, des professeurs qui avaient choisi de se battre. Ils vivaient cachés dans les bois, dans des cabanes de bergers abandonnés, dans des grottes froides. Ils avaient faim. Ils avaient froid. Leurs vêtements étaient déchirés. Leurs armes étaient vieilles et peu nombreuses. Les choses allaient très mal pour le maquis. Pendant 3 mois, ils avaient essayé d'attaquer les Allemands pendant le jour. Chaque fois, c'était un désastre. Les nazis les voyaient arriver de loin. Les mitrailleuses tiraient. Les hommes du maquis tombaient dans la neige rouge. Sur 10 hommes qui partaient attaquer, 3 ne revenaient jamais. Les autres rentraient blessés, découragés, épuisés. Les chefs militaires à Londres et à Alger envoyaient des messages par radio. Leurs mots étaient toujours les mêmes. Les Alpes sont inattaquables. Impossible de gagner sans des avions, sans des bombes, sans une vraie armée. Ces hommes importants, avec leur uniforme plein de médailles, avaient en bon décidé. Le maquis alpin était seul. Personne ne viendrait les aider. Dans une cabane de bois près du village de Samoëns, un homme regardait la neige tomber. Il s'appelait Émile Forestier. Il avait 42 ans. Son visage était marqué par le soleil et le vent de la montagne. Ses mains étaient dures comme du bois. Avant la guerre, Émile était guide de montagne. Il connaissait chaque sentier, chaque rocher, chaque passage secret des Alpes. Les touristes payaient pour qu'il les emmène au sommet des pics. Il connaissait la montagne mieux que sa propre maison. Quand la guerre avait commencé, Émile avait voulu rejoindre l'armée française. Il s'était présenté au bureau de recrutement avec fierté. Mais l'officier avait regardé sa date de naissance et avait secoué la tête. Trop vieux, avait-il dit. Nous prenons les jeunes hommes. Rentrez chez vous. Émile était parti, la honte au cœur. L'armée ne voulait pas de lui. Mais le maquis, lui, prenait tout le monde. Maintenant, Émile était lieutenant. Les autres résistants l'écoutaient parce qu'ils connaissaient la montagne. Mais les vrais chefs, ceux qui venaient des villes, ne l'écoutaient pas vraiment. Pour eux, c'était juste un vieux guide. Que pouvait-il savoir de la guerre? Ce soir de février, les autres lieutenants étaient réunis dans la cabane. Ils parlaient le fort autour de la petite table en bois. La bougie faisait danser leur ombre sur les murs. Dehors, le vent hurlait comme un loup. « Nous devons attaquer le dépôt de munitions près de Morzine », disait le lieutenant Marchand. C'était un ancien professeur de Lyon. « Demain, à midi, avec tous nos hommes. »« C'est de la folie », répondait un autre. « Ils nous verront arriver. Nous perdrons la moitié de nos gars. »« Alors quoi? Nous restons cachés comme des lapins ?» Marchand frappait la table avec son poing. « Nous devons faire quelque chose. » Émile écoutait sans parler. Il regardait la carte étalée sur la table. Ses yeux suivaient les lignes qui montraient les routes, les villages, les positions allemandes, mais il voyait autre chose.
Ils voyaient les sentiers qui n'étaient un pas sur la carte, les passages que seuls les bergers connaissaient, les chemins qui grimpaient là où les touristes ne montaient jamais. Les nazis croient-ils qu'ils sont en sécurité, dit Émile doucement. Les autres se turent et le regardèrent. Ils ont raison d'être confiants, continua Émile. Leurs positions sont parfaites. Pendant le jour, ils voient tout. Ils contrôlent toutes les routes. Nous ne pouvons pas les battre en plein jour. Alors tu abandonnes ? Demanda Marchand avec colère. Non. Émile posa son doigt sur la carte, sur les zones blanches entre les routes. Les Allemands pensent que la montagne les protège, mais ils ne connaissent pas vraiment la montagne. Ils restent sur les routes, ils restent dans les vallées, ils ne montent jamais là-haut qu'au-dessus. Son doigt montrait les hauts sommets. La nuit, ils dorment. Ils pensent que personne ne peut marcher dans ces montagnes, dans le noir, dans la neige, dans le froid. Les autres lieutenants le regardaient maintenant avec attention. Mais nous connaissons ces montagnes, dit Émile. Ses yeux brillaient dans la lumière de la bougie. Nous savons où marcher. Nous savons comment monter sans bruit. Nous pouvons arriver jusqu'à eux pendant qu'ils dorment. Le silence remplissait la cabane. Dehors, la neige continuait de tomber. Quelque part, en bas dans la vallée, les Allemands dormaient au chaud, sûrs que rien ne pouvait les atteindre. Ils allaient bientôt découvrir leur erreur. Les autres lieutenants pensaient qu'Émile était fou. Attaquer la nuit, dans ces montagnes, avec la neige et le froid, c'était impossible. Mais Émile avait un plan précis. Il expliquait chaque détail avec ses mains rugueuses sur la carte. Nous montons en petits groupes, 12 hommes maximum, pas plus. Nous prenons les sentiers de berger que j'ai utilisés pendant 20 ans. Nous marchons sur des skis pour ne pas faire de bruit. Nous portons des vêtements blancs pour disparaître dans la neige. Et nous attaquons à 3 heures du matin, quand les soldats dorment le plus profondément. Il montrait les distances sur la carte. De notre camp jusqu'au poste allemand, c'est 8 kilomètres. Mais par le sentier secret, en haut de la montagne, nous pouvons arriver par derrière. Ils ne regardent jamais de ce côté. C'est trop haut, trop difficile. Ils pensent que personne ne peut passer par là. Le commandant régional du maquis vint visiter leur camp 3 jours plus tard. C'était un homme de Paris qui avait été officier dans l'ancienne armée. Il écouta le plan d'Émile et secoua la tête. C'est du suicide. Vous allez perdre tous vos hommes dans la montagne, gelés, avant même de voir un Allemand. Je refuse de donner des armes et des munitions pour cette folie. Il repartit le jour même, laissant Émile et ses hommes sans ressources supplémentaires. Mais Émile ne renonçait pas. Il choisit 11 hommes. Les plus jeunes, les plus forts, ceux qui connaissaient un peu la montagne. Pendant 1 semaine, il les entraîna. Ils montaient la nuit avec leurs skis. Ils apprenaient à marcher sans bruit, à respirer doucement, à ne jamais tousser. Émile leur montrait comment lire les étoiles pour trouver leur chemin, comment sentir le vent pour savoir si la neige allait tomber, comment reconnaître les passages dangereux dans le noir. La montagne est notre amie, leur disait-il, mais seulement si nous la respectons. Un faux pas et elle nous tue, un bruit trop fort, et les Allemands nous tuent. Nous devons être des fantômes. Ils fabriquaient leurs équipements avec ce qu'ils trouvaient. Des vieux draps blancs devenaient des capes de camouflage. Des skis cassés étaient réparés avec du fil de fer. Ils n'avaient que 6 fusils et quelques grenades. Mais Émile disait que c'était assez. Nous ne venons pas pour une bataille. Nous venons pour détruire et disparaître. La nuit du 18 février 1944 arriva. Le ciel était clair. Les étoiles brillaient comme des diamants sur du velours noir. Émile et ses 12 hommes partirent à 10 heures du soir. Ils portaient leurs vêtements blancs. Leurs skis glissaient sans bruit sur la neige fraîche. Le froid mordait leur visage. Moins 15 degrés. Leur souffle faisait de petits nuages blancs dans l'air glacé. Ils montaient lentement,
Un pas, puis un autre, puis un autre. Pas de parole. Seulement le son doux des skis sur la neige et le vent dans les sapins. Émile était devant. Il connaissait chaque tournant du sentier, même dans le noir. Derrière lui, les hommes suivaient en file indienne. Leur cœur battait fort dans leur poitrine. La peur et l'excitation se mélangeaient dans leur ventre. Après 3 heures de montée, ils arrivèrent au-dessus du poste allemand. Émile leva la main. Tout le monde s'arrêta. En bas, à 100 mètres, il voyait les lumières du camp. 2 baraques en bois, un camion, des barils de munitions empilés sous une bâche. Et une seule sentinelle qui marchait lentement, les mains dans les poches, son fusil sur l'épaule. Il avait l'air d'avoir froid et sommeil. Émile regarda sa montre. 2h55 du matin. Ils attendirent. Le silence de la montagne était total. On entendait juste le vent léger dans les branches. La sentinelle s'arrêta, alluma une cigarette. La petite lumière rouge brillait dans la nuit. 3 heures, exactement. Émile fit un signe. 6 hommes descendirent sans bruit, comme des ombres blanches glissant sur la neige. La sentinelle ne regardait pas dans leur direction. Elle regardait la vallée en bas, là où elle pensait que le danger pouvait venir. Elle ne pensait jamais à regarder vers le haut. Tout se passa très vite. Les hommes du maquis arrivèrent près des barils de munitions. Ils posèrent de leurs charges explosives. Des ficelles courtes pour que l'explosion arrive vite. Puis ils repartirent, en courant vers la montée. La sentinelle allemande entendit quelque chose. Elle se retourna. Mais il était trop tard. Le bruit de l'explosion déchira la nuit. Une boule de feu orange monta vers le ciel noir. Le sol trembla. Les vitres des baraques explosèrent. Des soldats allemands sortirent en courant, en sous-vêtements, leurs armes à la main. Mais ils ne voyaient rien. Juste la neige blanche partout et les flammes qui brûlaient leurs munitions. Émile et ses hommes étaient déjà à 200 mètres plus haut. Ils enlevèrent leurs skis et coururent. Leurs poumons brûlaient dans l'air froid. Leurs jambes leur faisaient mal. Mais ils couraient et couraient. Derrière eux, ils entendaient les cris des Allemands et le crépitement du feu. Quand le soleil se leva, ils étaient de retour au camp. Aucun homme blessé, aucun homme perdu. Le raid avait duré exactement 23 minutes du début à la fin. Un dépôt de munitions allemand était détruit. Et les nazis ne savaient même pas qui les avait attaqués ni d'où venait l'attaque. Mais Émile savait que ce n'était que le début. Il avait prouvé que son plan fonctionnait. Maintenant, il fallait le refaire, encore et encore. 2 semaines plus tard, un homme arriva au camp. Il portait un uniforme britannique sous son manteau civil. Il s'appelait Thomas Crawford. C'était un capitaine du SOE, les services secrets britanniques. Il avait été parachuté dans la région avec une mission, aider le maquis. Crawford écouta Émile raconter le raid nocturne. Ses yeux brillaient. « C'est brillant », dit-il dans son français avec un accent anglais. « Londres refuse de vous aider parce qu'il pense que c'est impossible, mais vous l'avez fait. » Il ouvrit son sac. « J'ai 40 fusils, Sten. J'ai des explosifs. J'ai des munitions. C'est pour vous. » Le 3 mars, Émile était prêt pour une opération plus grande. Cette fois, 4 équipes de 12 hommes chacune. 4 cibles différentes. Toutes attaquées en même temps à 3 heures du matin. C'était risqué. Mais Crawford avait raison. Il fallait frapper fort pour que les Allemands comprennent qu'ils n'étaient plus en sécurité. Cette nuit-là, les 4 équipes partirent dans des directions différentes. Elles montaient dans le noir et le froid comme des loups silencieux. Émile menait la première équipe vers un pont important. La deuxième équipe visait un autre dépôt. La troisième allait attaquer une caserne. La quatrième devait couper des lignes téléphoniques. 3 équipes réussirent parfaitement. Les explosions illuminèrent les montagnes presque en même temps. 2 dépôts détruits. Un pont coupé en 2. Des lignes de communication mortes. La 4e équipe vit trop de gardes et décida de reculer sans attaquer.
C'était la bonne décision. Quand le soleil se leva, le résultat était clair. 37 soldats allemands étaient morts ou blessés. 4 maquisards avaient des blessures légères. Aucun mort. Les nazis commençaient à comprendre que leur montagne n'était plus sûre. Quelque chose de nouveau était en train de se passer, et ils ne savaient pas comment l'arrêter. Mais ce n'était que le début d'un changement beaucoup plus grand. Les chiffres racontaient une histoire incroyable. En février 1944, le maquis avait fait seulement 2 opérations réussies. 18 hommes étaient morts ce mois-là. Mais en mars et avril, tout changea. 23 raids nocturnes furent lancés. 19 réussirent complètement. Seulement 7 hommes furent perdus en 2 mois. Les tactiques d'Émile fonctionnaient. La nuit alpine appartenait maintenant aux maquis, pas aux nazis. La nouvelle se répandit dans toutes les montagnes, comme le vent. D'autres groupes de résistants voulaient apprendre. En avril, 6 groupes différents de maquis adoptèrent les méthodes d'Émile. Au total, 340 combattants étaient maintenant entraînés pour les raids nocturnes. Émile et ses lieutenants voyageraient de camp en camp pour enseigner. Comment marcher dans la neige sans bruit, comment lire les montagnes dans le noir, comment choisir le bon moment pour frapper. Ils créèrent 12 équipes spéciales qu'ils appelaient les équipes alpines. Chaque équipe avait sa propre zone de montagne à surveiller. Elle connaissait chaque rocher, chaque arbre, chaque sentier de leur secteur. Les Allemands ne pouvaient plus dormir tranquilles nulle part dans les Alpes. Mais les nazis n'étaient pas stupides. Ils voyaient bien que quelque chose avait changé. Leurs dépôts brûlaient, leurs ponts tombaient, leurs hommes mouraient dans leur sommeil. En mars, le commandant allemand de la région donna de nouveaux ordres. Patrouille nocturne sur toutes les routes principales, projecteurs installés autour de chaque camp. Les gardes doublaient la nuit, 50% plus d'hommes en surveillance. Les soldats allemands détestaient ces nouveaux ordres. Ils devaient maintenant rester debout toute la nuit dans le froid terrible. -15, -20 degrés parfois. Leurs doigts gelaient, leurs pieds leur faisaient mal. Ils marchaient sur les routes en regardant partout avec peur. Chaque ombre pouvait être un ennemi. Chaque bruit les faisait sursauter. Mais les Allemands faisaient une grosse erreur. Ils patrouillaient les routes connues, les chemins marqués sur leurs cartes. Ils ne montaient jamais dans les hautes montagnes. Ils ne connaissaient pas les sentiers secrets à 1800 ou 2000 mètres d'altitude. Ces passages étaient trop difficiles, trop dangereux. Aucun soldat normal ne monterait là-haut dans le noir, pensait-il. Mais le maquis n'était pas normal. Ces hommes étaient tenus dans ces montagnes. Ils montaient là où les nazis ne regardèrent même pas. Une nuit de la mi-mars, Émile et son équipe passèrent à seulement 100 mètres d'une patrouille allemande. Les nazis marchaient sur la route en bas avec leurs lampes et leurs chiens. Émile et ses hommes glissaient sur leurs skis en haut, invisibles dans leurs vêtements blancs, silencieux comme des fantômes de neige. Les Allemands ne levèrent jamais les yeux. Les nuits dans les Alpes devenaient un théâtre de guerre, silencieux et mortel. Le crissement des skis sur la neige gelée à 2 heures du matin. Le souffle visible des hommes dans l'air glacial qui piquait les poumons. Le silence absolu exigé pendant 3 heures de montée, où personne ne pouvait parler, tousser ou même respirer fort. Un seul bruit pouvait tout ruiner. Les hommes apprenaient à communiquer avec des gestes, avec leurs yeux, avec de petits signaux lumineux codés qu'ils avaient inventés. Quand ils arrivaient près d'un camp allemand, c'était toujours la même scène. Les sentinelles, enveloppées dans leurs gros manteaux, debout près des poêles en métal qui brûlaient du bois. Elles tapèrent de leurs pieds pour garder leurs orteils au chaud. Leurs yeux se fermaient souvent. Le sommeil les gagnait malgré les ordres. À 3 heures du matin, même les meilleurs soldats luttaient pour rester éveillés. C'était le moment parfait pour attaquer. Après chaque raid, l'odeur restait dans l'air. La cordite des explosifs mélangeait avec l'odeur du bois brûlé et du métal tordu.
la fumée noire qui montait vers le ciel étoilé, les flammes oranges qui éclairaient la neige blanche, et puis les cris des Allemands qui sortaient de leurs baraques, confus, effrayés, cherchant un ennemi qu'ils ne verraient jamais. Émile écrivait dans son journal chaque soir, le 5 avril 1944, il nota ces mots. Ils dorment dans nos montagnes, comme s'ils étaient venus chez eux. Ils pensent quoi que leurs armes et leurs uniformes les protègent. Mais la nuit, la montagne nous appartient. Nous sommes les fils de ces pics. Nous connaissons chaque pierre, chaque arbre. Ils sont des étrangers ici. Et les étrangers ne survivent pas longtemps dans nos Alpes. Les Allemands trouvèrent ce journal plus tard, après un raid où le camp du maquis fut découvert. Ils le traduisirent et l'envoyèrent à leur chef. Un rapport allemand, daté du 12 avril, disait ceci. L'ennemi apparaît et disparaît comme des fantômes. Nos positions alpines ne sont plus sûres. Les hommes ont peur. Le moral baisse. Nous ne pouvons pas combattre un ennemi que nous ne voyons jamais. Nous demandons des renforts. Les renforts arrivèrent. 800 soldats supplémentaires furent envoyés dans les Alpes en avril. Mais ces hommes devaient protéger les positions arrière, pas attaquer. Cela signifiait 800 soldats de moins sur le front en Italie, où les Allemands se battaient contre les Américains et les Britanniques. Le maquis alpin, avec ses quelques centaines d'hommes mal équipés, forçait l'armée allemande à déplacer presque 1 millier de soldats. C'était une victoire énorme que personne n'avait prévue. Entre mars et juin 1944, le maquis lança 89 raids nocturnes documentés. 67% réussirent complètement. Les autres durent reculer avant d'attaquer, mais sans pertes importantes. Les lignes d'approvisionnement allemandes vers l'Italie furent peut-être perturbées de 40%. Les camions ne pouvaient plus rouler librement. Les ponts étaient coupés. Les dépôts brûlés. Les téléphones ne marchaient plus. Les commandants allemands essayèrent de nouvelles tactiques. Ils installèrent des pièges avec des fils qui déclenchaient des alarmes. Ils cachèrent des mitrailleuses supplémentaires autour de leur camp. Ils envoyèrent même des équipes Stud spéciales dans les montagnes pour chercher les camps du maquis. Mais tout cela ne servait à rien. Le maquis était toujours plus rapide, toujours plus intelligent, toujours invisible. Un soir de mai, une équipe alpine attaqua un convoi sur une route de montagne. C'était risqué parce que ce n'était pas la nuit profonde, juste le crépuscule. Mais le brouillard était épais comme du lait. On ne voyait pas à 10 mètres. Les maquisards sortirent du brouillard blanc, lancèrent leurs grenades sur les camions et disparurent de nouveau dans le brouillard. Les soldats allemands tirèrent dans toutes les directions, touchant leurs propres camions. Quand le brouillard se leva 1 heure plus tard, 3 camions brûlaient. 15 soldats étaient morts. Le maquis n'avait eu aucune perte. Les histoires de ces raids se racontaient dans tous les villages alpins. Les gens parlaient à voix basse de ces hommes qui frappèrent dans la nuit. Les Allemands les appelaient les fantômes blancs. Les enfants français les appelaient les anges de la montagne. Pour les nazis, c'était devenu un cauchemar. Chaque nuit pouvait être la dernière. Chaque camp pouvait brûler. Chaque route pouvait exploser. La guerre psychologique était aussi importante que les destructions réelles. Les soldats allemands ne dormaient plus bien. Ils sursautaient au moindre bruit, ils voyaient des ombres partout. Certains demandaient à être transférés ailleurs, n'importe où, sauf dans ces montagnes maudites. L'armée allemande, si fière et si forte, apprenait qu'elle ne pouvait pas contrôler les Alpes. Les montagnes appartenaient à ceux qui les connaissaient vraiment. Cette vérité allait changer l'histoire de la guerre alpine pour toujours. Les tactiques d'Émile devinrent la méthode standard pour tous les groupes de maquis dans les Alpes jusqu'en août 1944. Quand les Alliés débarquèrent en Provence ce mois-là, les Allemands durent de fuir vers le nord. Mais leur retraite fut un cauchemar. Les routes qu'ils pensaient sûres étaient minées. Les ponts qu'ils devaient y traverser étaient détruits.
Les cols de montagne qu'ils croyaient ouverts étaient bloqués. Le maquis alpin les harcelait jour et nuit, apparaissant de nulle part, frappant sans pitié, disparaissant dans les montagnes qu'ils connaissaient en si bien. La libération des Alpes arriva village par village. Quand les Allemands partirent enfin, les habitants sortirent dans les rues. Ils pleuraient de joie. Ils cherchaient les hommes du maquis pour les remercier. Mais beaucoup de ces fantômes blancs restèrent dans l'ombre. Ils n'aimaient pas les discours et les célébrations. Ils avaient fait leur travail. C'était suffisant. Après la guerre, l'armée française étudia ce qui s'était passé dans les Alpes. Les généraux lisaient les rapports avec étonnement. Comment quelques centaines d'hommes mal équipés avaient-ils pu tenir tête à 15 000 soldats allemands? Comment avaient-ils perturbé toute une région avec juste des skis et des grenades? La réponse était dans les méthodes d'Émile. La connaissance du terrain, les attaques nocturnes, la surprise totale, l'utilisation de la montagne elle-même comme arme. En 1947, l'armée française créa un nouveau programme d'entraînement pour les chasseurs alpins. C'était les troupes de montagne spéciales de la France. Le programme enseignait exactement ce qu'Émile avait inventé pendant la guerre. Comment se déplacer la nuit dans la neige, comment utiliser les sentiers secrets, comment frapper vite et disparaître. Les instructeurs qui enseignaient ces techniques étaient souvent d'anciens maquisards qui avaient combattu avec Émile. Ces idées devinrent doctrine officielle, enseignée dans les écoles militaires pendant des décennies. Mais qu'arriva-t-il à Émile lui-même? Son histoire est à la fois belle et triste. Quand la guerre se termina, il retourna à son ancien métier. Il redevint guide de montagne à Samoëns. Il emmenait des touristes au sommet des pics, exactement comme avant. Ses mains tenaient de nouveau des cordes d'escalade au lieu de grenades. Ses yeux cherchaient les meilleurs chemins pour les randonneurs, pas pour les raids nocturnes. En 1946, le gouvernement français lui donna la médaille de la Résistance. C'était une cérémonie simple dans la mairie de son village. Le maire lut un discours sur son courage. Quelques dizaines de personnes applaudirent. Émile serra des mains, sourit poliment et rentra chez lui. Il ne parla jamais beaucoup de la guerre après ça. Quand les touristes lui demandaient s'il avait combattu, il disait juste « oui, un peu » et changeait de sujet. Il vécut 33 ans de plus après la guerre. Il se maria avec une femme du village. Ils eurent 2 enfants. Il continua à guider les gens dans les montagnes jusqu'à l'âge de 70 ans. Ses genoux lui faisaient mal à cause de toutes ces années à marcher dans la neige et le froid. Mais il aimait toujours grimper vers les sommets. C'était sa vie, sa passion, son âme. Émile Forestier mourut en 1978. Il avait 76 ans. Les gens de Samoëns vinrent tous à son enterrement. Il se souvenait chez de lui comme du bon guide qui avait sauvé plusieurs touristes perdus, qui connaissait chaque fleur et chaque oiseau des Alpes, qui racontait les meilleures histoires autour du feu le soir. Quelques-uns se souvenaient aussi qu'il avait été un héros de guerre. Mais même eux ne connaissaient pas vraiment toute l'histoire. Il n'y a pas de statue d'Émile dans les Alpes, pas de grand monument. Juste une petite plaque sur le mur de la mairie de Samoëns, qui dit son nom avec les noms d'autres résistants locaux. Les touristes passent devant sans s'arrêter. Ils ne savent pas que cet homme a changé la façon dont on fait la guerre en montagne. Ils ne savent pas que ces idées sont encore enseignées dans les académies militaires aujourd'hui. C'est souvent comme ça avec les vrais héros. Les institutions qui les rejettent au début sont les mêmes qui volent leurs idées plus tard. L'armée française, qui avait dit « trop vieux » à Émile, au début de la guerre, enseignait ses tactiques en 1950. Les généraux qui l'avaient ignoré écrivaient maintenant des manuels basés sur ce qu'il avait fait. Mais son nom n'apparaissait pas souvent dans ces manuels. Les généraux aimaient penser que c'étaient leurs propres idées brillantes. L'histoire d'Émile nous enseigne quelque chose d'important sur l'innovation. Les meilleures idées ne viennent pas toujours des experts officiels.
Parfois, elles viennent d'un guide de montagne, de 42 ans que l'armée trouve trop vieux. Parfois, la vraie déconnaissance vit dans les mains d'un homme qui a passé 20 ans à marcher sur des sentiers, pas dans les livres d'un général qui regarde des cartes dans un bureau confortable. Les institutions aiment les règles et les uniformes. Elles aiment dire qui est qualifié et qui ne l'est pas. Mais la guerre ne suit pas les règles des institutions. La montagne ne lit pas les manuels militaires. Quand les Allemands sont venus avec leur grande armée et leur plan parfait, ils pensaient tantôt que les montagnes les protégeraient. Ils avaient-ils les meilleures armes, les meilleurs soldats, les meilleures positions? Tout était parfait selon les règles militaires classiques. Mais ils avaient oublié une chose simple. La connaissance locale vaut plus que 1000 canons. Un homme qui respecte la montagne peut battre une armée qui la sous-estime. L'adaptabilité gagne contre la force brute. C'est une leçon qui reste vraie aujourd'hui, dans tous les conflits modernes. Regardez les guerres d'aujourd'hui. Partout dans le monde, des petits groupes utilisent les mêmes principes qu'Émile. Ils connaissent leur terrain mieux que leurs ennemis, ils attaquent quand on ne les attend pas. Ils disparaissent avant qu'on puisse riposter. Ils transforment leur faiblesse en force. Une grande armée avec des tanks et des hélicoptères peut perdre contre des hommes qui connaissent vraiment leur pays, leur ville, leur montagne. Les Alpes se souviennent de 1944 à leur façon. Les vieux bergers qui montent encore là-haut d'eau connaissent les histoires. Ils montrent parfois les ruines d'un ancien camp allemand détruit. Ils pointent un passage difficile et disent « c'est par là que le maquis passait la nuit ». Les montagnes gardent ces secrets dans leurs pierres et leurs neiges. La vraie leçon de cette histoire n'est pas juste militaire. C'est une leçon sur l'arrogance et l'humilité. Les nazis étaient arrogants. Ils pensaient que leurs uniformes, leurs armes et leur nombre les rendaient invincibles. Ils regardaient les montagnes et voyaient des murs qui les protégeaient. Ils ne comprenaient pas que ces mêmes montagnes pouvaient devenir leur prison. Émile était humble. Il connaissait la montagne, mais il la respectait aussi. Il savait qu'elle pouvait le tuer aussi facilement qu'elle pouvait le cacher. Il n'a jamais prétendu être un grand stratège militaire. Il était juste un guide qui appliquait ce qu'il savait à une nouvelle situation. Cette humilité était sa vraie force. Dans ces montagnes glacées de février 1944, un guide de 42 ans prouva une vérité éternelle. L'arrogance de la puissance rencontre toujours l'humilité de ceux qui connaissent vraiment le terrain. Les nazis croyaient que les Alpes les protégeaient. Ils n'ont jamais compris que les montagnes n'appartiennent à personne. Elles ne révèlent leurs secrets qu'à ceux qui les respectent, qui les écoutent, qui marchent sur elles avec patience et sagesse.